Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième chapitre du module des techniques chimiques pour la biologie qui porte sur les techniques de fractionnement et de purification. Donc, on va commencer par les techniques de chromatographie. Le but de la chromatographie, c'est de séparer et de caractériser les molécules d'un mélange qui diffèrent par leur taille, leur solubilité, leur forme, leur masse, leur charge et leurs propriétés d'absorption. Il existe plusieurs types de chromatographie dont le principe est fondé sur les interactions entre trois composants. Le mélange à séparer ou le soluté, la phase stationnaire qui ne bouge pas et la phase mobile ou ce qu'on appelle les lions. On commence tout d'abord par la chromatographie d'absorption. Ce mode de chromatographie met en jeu un mécanisme d'absorption du soluté sur la phase stationnaire solide et un mécanisme d'élution par la phase mobile liquide ou gazeuse. Donc l'absorption est la fixation plus ou moins énergétique d'un gaz, d'un liquide ou d'un soluté sur une surface solide. Elle met en jeu des liaisons à faible énergie comme les liaisons hydrogènes selon le caractère de polarité. Donc ce que vous devez tenir, c'est que l'absorption, c'est une interaction de surface et l'absorption, c'est une interaction interne. Les phases stationnaires utilisées en chromatographie d'absorption sont généralement de la silice ou l'oxyde d'aluminium. Donc, si je prends l'exemple de la silice, dans ce schéma, j'ai un grain de silice et j'ai deux molécules. Donc, une molécule ou un alcool, ROH, qui est un alcool, ROH, et un aldéhyde, RCHO. Donc, l'alcool va faire une liaison hydrogène entre le H de l'alcool et l'oxygène du OH de la silice. Donc, SiOH. Donc, c'est le OH de la silice. L'alcool va faire une liaison hydrogène entre le H de l'alcool et l'oxygène de la silice, ou entre l'oxygène de l'alcool et le H du OH de la silice. Donc l'alcool peut faire deux liaisons hydrogènes avec la silice. Pour l'aldéhyde, la liaison hydrogène va se faire entre le H du OH de la silice et l'oxygène de l'aldéhyde. Donc une seule liaison hydrogène. Donc l'alcool peut faire deux liaisons et l'aldéhyde ne peut faire qu'une seule liaison hydrogène avec la silice. Donc c'est une vision schématique de la surface d'un grain de silice. L'interaction avec un alcool est plus forte qu'avec un aldéhyde. Plus grand nombre de liaisons hydrogènes établies. Donc c'est une liaison plus forte que la liaison de l'aldéhyde parce que ici on a deux hydrogènes, deux liaisons hydrogènes, alors que pour l'aldéhyde, on n'a qu'une seule liaison hydrogène. L'alcool est plus retenu par la phase stationnaire que l'aldéhyde. Donc la silice, c'est la phase stationnaire et l'alcool va être plus retenu par la phase stationnaire qui est la silice puisqu'il va faire deux liaisons, alors que l'aldéhyde ne va faire qu'une seule liaison hydrogène. Cette silice, on peut la déposer sur une plaque d'aluminium par exemple, sous forme d'une couche mince pour avoir une plaque comme ça qu'on peut utiliser en chromatographie sur couche mince. Ou sinon, on peut remplir une colonne en verre par la silice pour l'utiliser par la suite pour une
séparation sur colonne. Pour faire une chromatographie sur couche mince, je peux prendre un morceau de la plaque de la silice ici et par la suite je peux tracer à l'aide d'un crayon un trait et puis je dépose mes échantillons à analyser. Donc c'est la phase stationnaire, la plaque de silice c'est la phase stationnaire. Et puis dans un bécher, je peux mettre ma phase mobile qui est l'élion. Et par la suite, je dépose ma plaque de silice dans le bécher. Et puis l'élion ou la phase mobile va monter par capillarité à travers la plaque de la silice en entraînant avec elle les échantillons que j'ai déjà déposés qui vont être séparés. Et par la suite, je peux calculer ce qu'on appelle le rapport frontal qui est égal à la distance parcourue par le soluté, divisé par la distance parcourue par le solvant. Sur le schéma, j'ai une plaque de couche mince de la silice sur laquelle j'ai déposé 3 échantillons. L'échantillon T, l'échantillon A et l'échantillon B. Donc après migration et séparation des molécules qui composent mes échantillons, donc après la fin de la manip de chromatographie sur couche mince, j'ai obtenu pour l'échantillon T une seule tâche, pour l'échantillon A une seule tâche et pour l'échantillon B j'ai obtenu 2 tâches. Donc pour l'échantillon T on a une seule tâche, donc le rapport frontal est égal à petite h sur grande h. Donc petite h c'est la distance parcourue par cette tâche ou par ce composé, donc qui est h, divisé par grande h qui est la distance parcourue par le solvant. Pour l'échantillon A, on a une seule tâche, donc le rapport frontal est égal à la distance parcourue par cette tâche ou ce composé qui est H' divisé par la distance parcourue par le solvant qui est grand H. Et pour l'échantillon B, on a 2 tâches. Donc je vais appeler cette tâche la tâche B1 et cette tâche la tâche B2. Donc le rapport frontal de la tâche B1 est égal à la distance parcourue par cette tâche qui est H, donc H, divisé par grand H qui est la distance parcourue par le solvant. Et pour la tâche B2, le rapport frontal est égal à H2' qui est la distance parcourue par ce composé ou cette tâche, donc H2' divisé par grand H qui est la distance parcourue par le solvant. Comme on a vu, la silice peut être utilisée avec une colonne de chromatographie. Donc ici j'ai une colonne en verre de chromatographie. Je dépose un morceau de coton ici, puis une petite quantité de sable et par la suite je rajoute ma phase stationnaire qui est la silice et puis je vais mettre une petite quantité de sable ici et la phase mobile ou l'élion je vais le rajouter ici
au fur et à mesure de la séparation de mes échantillons. Pour mieux comprendre de quoi s'agit-il, on va essayer de faire une séparation des molécules qui donnent la coloration verte du sirop de menthe verte. Donc si on regarde les ingrédients qui constituent ce sirop, on trouve de l'eau et puis on trouve des colorants. Donc on trouve le colorant E150A et le colorant E133. Donc pour le colorant E150A, il a une coloration jaune. Et pour le colorant E133, il a une coloration bleue. Donc, c'est le mélange de ces deux colorants ou ces deux couleurs qui donne la coloration verte du sirop de la menthe verte. La migration d'un composé sur une phase stationnaire polaire, par exemple, dépend de l'absorption de la phase stationnaire vis-à-vis de ce composé ou cette molécule. Elle dépend aussi de la solubilisation de ce composé dans la phase mobile ou les ions, et elle dépend aussi de l'absorption de la phase stationnaire vis-à-vis de l'élion. Donc pour le 1, elle participe à la rétention du composé, et pour le 2 et le 3, elle participe à l'entraînement du composé. Donc si je prends une phase stationnaire polaire avec un composé qui est polaire et un élion qui est polaire, le composé, il migre car il est solubilisé, donc le 2,
est poussé, donc le 3. Si je prends une phase stationnaire polaire avec un composé polaire et un ion apolaire, le composé ne migre pas, donc le 1, parce que le composé est absorbé par la phase stationnaire. Il y a une forte interaction avec la phase stationnaire et l'ion il est apolaire, donc il ne va pas entraîner le composé. Si je prends toujours une phase stationnaire polaire avec un composé qui est apolaire et un ion qui est polaire, le composé il migre car il est poussé, donc j'ai le 3. Pour un composé apolaire avec une phase stationnaire polaire et un ion apolaire, le composé il migre car il est solubilisé.